D'ailleurs, je vois que ça y est, tout le monde est lancé. Désolée, Diane, j'interromps, j'interromps tout le monde. On pourrait aller jusqu'au bout de la nuit, hein, mais je vois que de plus en plus de personnes nous quittent et je pense que ça serait quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir ce temps d'échange. Donc c'est ce que je vous propose maintenant. Donc je suis Agathe, je vais m'asseoir pour être assise avec vous. Et je suis ce soir avec donc Adeline Lacroix, présente ici, et Audrey Kist, qui est avec nous ce soir et qui a la gentillesse de remplacer un peu au débeauté Céline Souchet, directrice CNRS au LPNC aussi, et qui a malheureusement peut-être le Covid. donc on s'est dit qu'on allait peut-être pas tenter le diable, on va dire. Mais donc merci beaucoup Audrey de permettre à Adeline de ne pas être seulement avec moi. Donc voilà, merci d'être avec nous ce soir. Donc on va commencer. Adeline, je vais me tourner vers toi pour commencer. Donc tu es postdoctorante au LPNC. Tes recherches portent sur la perception visuelle des visages chez les adultes autistes avec une attention particulière pour les femmes autistes. Et puis tu as reçu à l'automne dernier le prix Jeune Talent France par L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. N'hésite pas à m'interrompre si je me trompe. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours en quelques mots ? Alors oui, donc déjà merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et très contente aussi de connaître un peu plus Wikipédia qui, je pense, est vraiment... merci pour la porte. est vraiment... un endroit où on retrouve, enfin comme on en parlait, où on va retrouver pas mal de personnes autistes qui participent. Il y a d'ailleurs donc une page de contributeurs autistes sur Wikipédia. Là, c'est la petite parenthèse de départ. Et du coup, pour ce qui est de moi, donc j'ai un parcours un peu particulier. Effectivement, je me suis intéressée pendant ma thèse entre autres au sujet des femmes autistes, mais avant. Et si je me suis intéressée à ce sujet, c'est parce que donc il y a une dizaine d'années, en fait, avant moi j'étais enseignante, j'étais professeure des écoles et on m'a diagnostiqué un syndrome d'Asperger. J'avais un certain nombre de difficultés à ce moment-là, et ce qui fait que j'ai complètement changé de voie et j'ai décidé de faire de la recherche sur l'autisme. Donc j'ai repris un parcours en licence de psycho, master de neuropsy, neurosciences et jusqu'à la thèse. Donc voilà, et je suis très heureuse maintenant de faire ce que je fais oui, voilà. Je pense que... Ok, merci. Pour continuer les présentations, donc Audrey, donc toi tu es doctorante au LPNC et au GIN, l'Institut des neurosciences, et tes recherches portent sur les effets de la stimulation cérébrale profonde, c'est bien ça ? Tu m'as expliqué tout à l'heure, oui, mais c'est ça. Voilà. Mais donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter ton parcours je réexplique parce que c'est rigolo quand même. Ouais. Alors, mon parcours, moi, j'ai, comme Adeline, un parcours pas linéaire puisque je n'ai pas fait licence, master, doctorat dans la foulée comme c'est écrit normalement dans les livres. J'ai été ingénieure pendant plus de 13 ans dans l'industrie et après avoir frôlé le burn-out, j'ai décidé de me réorienter vers un truc qui me plaisait beaucoup plus, donc la recherche, parce que c'était ce que je voulais faire quand j'étais petite. En gros, moi, je rêvais du CNRS quand j'étais gosse, donc voilà. Si, il y en a, hein, je vous assure. et voilà. Et du coup, j'ai fait un master et maintenant je suis en thèse. Et je travaille donc sur un truc qui est super intéressant, c'est la stimulation cérébrale profonde. Donc, il faut imaginer qu'on descend des fils à électrodes dans une structure du cerveau, donc une cible. Et puis, on va avoir des fils qui passent sous la peau, qui sont reliés à un petit boîtier qui envoie une petite fréquence électrique dans notre cible. Et c'est généralement des cibles dans le cerveau qui ont un dysfonctionnement dans le cadre d'une maladie. Et le fait d'avoir cette petite stimulation comme un pacemaker de cerveau, ça va permettre de rétablir un fonctionnement plus fonctionnel, hein, fonctionnement fonctionnel, génial. Et voilà. Et donc ça soigne notamment les troubles du mouvement, mais moi je travaille sur un essai clinique, dans le cadre d'un essai clinique pour un trouble psychiatrique qui est le trouble obsessionnel compulsif.
Et le fait que les gens ont un stimulateur, ça me permet de faire des investigations sur des zones du cerveau qui autrement sont inatteignables parce qu'elles sont très profondes dans le cerveau. Je m'arrête là. C'est très clair. Merci. On sent que tu sors de ta thèse en 180 secondes, que tu as appris à pitcher très très vite dans ton sujet de recherche. Je me suis fait virer, dis pas ça. Mais tu l'as fait déjà. Alors le sujet de l'éditaton ce soir, c'est évidemment, on l'a dit, femmes et sciences, femmes de tête, femmes et neurosciences. Adeline, toi, est-ce que ton genre, le fait que tu sois une femme, a pu être une barrière dans ta carrière de chercheuse ? Alors, je crois pas spécialement. Alors après, c'est vrai qu'on est peut-être dans notre domaine, la psychologie, les neurosciences, il y a peut-être plus de femmes que dans d'autres domaines scientifiques. Je sais en tout cas que le genre a une influence dans la recherche. Il y a quand même beaucoup encore de problèmes de sexisme ou ce genre de choses en recherche. Il y a une enquête qui a été faite récemment. J'ai écouté ça ce matin voilà. sur France Info. Oui. Donc voilà, il y a encore ce genre de problème. J'ai de la chance de ne pas avoir eu ce type de problème, mais effectivement, voilà. Ouais, c'est une bonne nouvelle, il faut aussi le dire quand les choses avancent, ou en tout cas quand les choses se passent bien. Toi, Audrey, donc... tu t'es orientée dans un second, assez récemment finalement dans la recherche, donc tu peux peut-être pas nous parler de ta carrière de chercheuse à proprement parler, mais tu viens de le dire, toi tu penses que c'était plutôt une vocation. Donc quand tu étais petite déjà, tu voulais devenir une chercheuse ? Oui, alors parce que moi, il y avait plein de gens qui me faisaient rêver à l'époque, c'était les grands scientifiques et les grands explorateurs, c'était Katia Kraft, Claudie Andrédé qui est devenue astronaute et puis alors c'est très rigolo parce que quand j'étais petite je prenais très souvent l'avion pour des histoires familiales et à l'aéroport il y avait des immenses panneaux, des photos des 40 femmes qui recevaient le prix L'Oréal l'UNESCO tous les ans. Et je voyais ça, en fait, et j'ai encore cette image-là de quand j'étais gosse, de toutes ces femmes qui avaient l'air de faire des trucs trop cool. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bien marqué, ouais. Du coup, tu dirais que dans la construction de ta vocation de chercheuse, finalement, la représentation que tu as pu trouver dans ces affiches et donc la notion de rôle modèle a été importante. En l'occurrence, je ne sais pas si c'est l'histoire du rôle modèle ou juste le fait de raconter des histoires qui ont l'air tellement intéressantes en fait. Ça m'a intéressée de voir, ça a attiré mon attention sur ce type de métier-là et voilà. Ouais, qu'on ne connaît pas forcément en fait. Sinon, toi, Adeline, tu as eu des rôles modèles ? Alors là encore, je ne crois pas spécialement avoir eu de rôle modèle spécifique. Après, c'est plus au quotidien où souvent, je sais que dans notre laboratoire, on est entouré justement par des chercheuses expérimentées où je trouve qu'elles font des trucs super et je suis en admiration quand même devant leurs travaux. Mais voilà, c'est plus des personnes autour de moi comme ça qui t'inspire et ouais. En tout cas, je pense qu'on est tous inspirés par vous ce soir. Enfin, je disais à Audrey tout à l'heure quand on discutait que je ne savais pas. Alors, j'ai côtoyé peu finalement de chercheurs et de chercheuses dans ma vie. Je suis arrivée seulement il y a 2 ans à la Casemate, mais je ne savais pas vraiment avant vous deux qu'il y avait tant de possibilités de devenir, d'arriver dans la recherche dans un second temps et pas vraiment comme un tout début de carrière, mais qu'on pouvait, que là, dans 10 ans, je pourrais peut-être, si ça m'intéressait, je pourrais rejoindre un labo et commencer une thèse. Et je trouve ça hyper intéressant aussi, et finalement, c'est peut-être aussi ça la représentation que vos histoires nous permettent. Ça donne une envie aussi. C'est vrai que je pense que j'y pensais pas non plus moi personnellement quand j'ai repris. J'avais très envie de faire ça, mais je pensais pas que ce serait vraiment possible. Et je pense qu'un point important en fait, c'est de pas se mettre de barrières. Surtout quand on est une femme, on peut peut-être plus facilement s'en mettre en disant, on va se remettre en question, on va dire qu'on n'est pas légitime ou que ce genre de choses. Et arriver à un certain âge, on se dit de toute façon c'est trop tard, ou etc. Et finalement, je pense que si on a vraiment envie de quelque chose, il ne faut pas trop se mettre de barrières. Éventuellement, il pourra y avoir des barrières, mais on
peut trouver des moyens de les surmonter à des moments. Très inspirant, merci. J'avais une autre question. Alors, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Tu parlais de l'autisme et de ton propre diagnostic. En vous parlant à toutes les deux, on se rend compte qu'au-delà des biais de genre, donc de votre engagement pour la place des femmes dans le monde de la recherche, vous êtes aussi toutes les deux engagées en faveur, de manière plus large, de la diversité. Alors, toi, Adeline, du handicap, et toi, Audrey, on en parlera un petit peu après, des discriminations. En quoi est-ce que la diversité des scientifiques aujourd'hui permet d'ouvrir des champs d'intérêt, permet d'enrichir la recherche? Toi, ça a été... si tu veux nous parler de ton propre engagement. Oui, alors je pense que oui, c'est la diversité des scientifiques est en effet importante pour enrichir la recherche et pour après, par exemple, typiquement sur l'autisme, je trouve intéressant par exemple sur la place des femmes dans la recherche sur l'autisme, parce que c'est vrai que l'autisme, on a longtemps cru que c'était quelque chose de plutôt masculin. Et en réalité, donc on s'aperçoit, c'est pour ça que je travaille un peu sur ce sujet, c'est que les femmes autistes, elles ont des manifestations qui sont un peu différentes de celles des garçons, des hommes, et parfois un peu moins visibles. Et en fait, donc c'est quelque chose qu'on ignorait, sauf que dans les premières descriptions de l'autisme qui ont été faites, alors, qui sont souvent attribuées à Léo Kanner, donc dans les années 40, mais en fait, il y a des descriptions antérieures. Dans les années 1920, enfin 26, il y a une femme qui s'appelle Grunia Sukareva, qui est une médecin russe, qui a décrit en fait des enfants qui sont typiquement autistes. En fait, Léo Kanner a repris certains de ses écrits, mais vraiment plus tard. Et donc cette femme, elle a été ignorée pendant très longtemps, et elle avait fait vraiment 2 descriptions. Elle avait décrit d'abord des garçons et ensuite des filles, parce qu'elle pensait que les filles avaient une symptomatologie un petit peu différente, mais que ça pouvait être un peu la même particularité que les garçons, mais sous une forme différente. Et donc, je trouve très intéressant parce que finalement, c'est extrêmement précurseur, en fait, cette approche, mais ça a été ignoré pendant très longtemps. Et du coup, Grunia Sukareva, je la trouve inspirante, pour le coup. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le domaine de la recherche, souvent les femmes, elles sont un petit peu ignorées. On considère que l'homme, c'est le maître étalon, et qu'en fait, les femmes, ça correspond à peu près à un homme, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et dans beaucoup soit de pathologies ou de troubles ou de conditions différentes, il peut y avoir des différences liées au sexe et au genre et qui ont été complètement ignorées, même dans les faits des médicaments, ou alors on s'aperçoit que voilà, les femmes, elles subissent beaucoup plus les effets secondaires des médicaments, etc., parce qu'elles sont beaucoup moins étudiées. C'est compliqué à étudier, les femmes, ça a des variations hormonales, ça peut être enceinte, etc. Donc on préfère les rejeter des recherches. Et donc moi, ça c'est quelque chose qui me motive beaucoup, en fait, d'accéder à une certaine égalité, en fait, en termes, liés au sexe et au genre dans la recherche. Donc à la fois au niveau des chercheurs, mais à la fois aussi au niveau des sujets de recherche. Et pour revenir à ta question, donc je pense que la diversité des chercheurs, elle permet aussi d'accéder à ça. Pardon, c'était un peu long, du coup. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, justement, je voulais rebondir sur cet exemple-là d'avoir des sujets qu'on n'étudie pas et de généraliser la connaissance homme sur l'ensemble de l'humanité. En fait, ça fonctionne pas seulement avec le genre, mais aussi avec les personnes racisées, par exemple. Notamment dans la recherche dans les sciences cognitives, on utilise certaines techniques de mesure comme l'électroencéphalographie ou la near-infrared spectroscopie au nom barbare, mais aujourd'hui, moi ça m'est arrivé quand je faisais des tests avec mes EG, de dire tiens, je vais demander à machin qu'elle vienne faire le sujet de test pour m'aider à mettre au point. Et on m'a dit mais non, mais tu craques, en fait, avec les cheveux qu'elle a, ça marchera jamais. Et en fait, ce sont des matériels. C'est comme l'histoire de la flemme de faire des expériences sur les femmes parce qu'elles ont des cycles hormonaux. C'est de la flemme, c'est qu'on ne cherche pas à aller plus loin. Et il y a les mêmes problèmes pour les personnes racisées. La flemme d'avoir des équipements mis au point qui permettent de faire les tests également sur ces personnes-là. Il y a des entreprises, il y a des chercheurs aujourd'hui qui cherchent à développer des capteurs spécifiques qui s'adaptent aux cheveux très sombres, très crépus, très épais, voire aux
aux coiffures traditionnelles, parce qu'on ne va pas demander aux gens de s'enlever leurs tresses ou quoi pour pouvoir les inclure dans nos protocoles expérimentaux. Mais ça rame, quoi. Et c'est vraiment un problème généralisé qui est pas, pour le coup, c'est pas qu'un problème de genre. Je trouve ça absolument hallucinant, ce genre de témoignage. Alors, c'est vrai qu'on entend... on entend de temps en temps parler de choses comme ça, de trous dans la raquette en termes de recherche. Je pense notamment aux fameuses voitures. On s'aperçoit avec le recul qu'en fait, tous les tests sur l'autoroute de crash, en fait, ils sont toujours plutôt réalisés sur des mannequins hommes. Et donc, du coup, les femmes en situation... quand il y a une vraie situation de crash sur une autoroute, les femmes vont plutôt avoir tendance à avoir des blessures beaucoup plus graves parce que les choses ne sont pas placées au bon endroit pour les protéger. On a aussi beaucoup entendu parler des symptômes des AVC, il me semble, qui ne sont pas du tout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et donc on a appris beaucoup plus tard à repérer les symptômes, pas pouvoir les anticiper suffisamment tôt. Donc voilà, on n'est pas surpris, mais toujours déçus d'apprendre que c'est finalement un petit peu dans tous les domaines. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez soit des choses à rajouter, soit si notre public, qui est très, très calme, a des questions à vous poser éventuellement sur vos recherches, votre parcours. Tu veux dire des différences entre les personnes non binaires et les hommes, etc. Alors, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que ce que je peux dire, en tout cas, c'est que dans l'autisme, souvent, il y a plus de personnes qui s'identifient pas forcément à leur genre. Ça, c'est quelque chose de fréquent qu'on retrouve dans l'autisme. Par contre, c'est compliqué de faire des groupes de comparaison parce qu'il y en a quand même pas forcément des fois suffisamment de personnes intersexes pour comparer avec un groupe masculin, un groupe féminin, des groupes contrôle, etc. Donc malheureusement, on n'a pas assez d'éléments c'est pas facile de faire des groupes de comparaison et du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'études sur le sujet. Donc pour l'instant, on a plus des études sur est-ce qu'il y a plus de personnes qui ont pas forcément, qui sont plus transgenres ou non binaires chez les personnes autistes. Ça, oui, c'est la seule réponse que je peux donner. Bon, je pense qu'on va conclure et on va vous laisser retourner inspirés, en tout cas, je l'espère, à vos ultimes contributions sur Wikipédia. Merci beaucoup, Adeline et Audrey, pour ce temps d'échange. Merci pour l'invitation. Bien sûr. Et puis, une grosse pensée à Céline Souchet aussi. Oui, parce que moi, je me suis incrustée. Incrustée, franchement, tu étais là au bon endroit, au bon moment. Donc, mais, non, franchement, merci. On lui fera un petit mot. On lui dira que tu as été au top. Merci. Merci.